On voulait aussi aborder avec vous une autre actualité, la politique très offensive de Donald Trump. Après le coup de force au Venezuela, le président américain envisage d'annexer le Groenland. Vous qui avez été ambassadrice des pôles de 2017 à 2020, ce projet vous inquiète. Vous dites que le dossier du Groenland, dans ce dossier, la France n'a aucune marge de manœuvre politique et vous estimez, dans un entretien accordé au magazine Challenge, que la France aurait pu jouer un rôle de médiateur. C'est une attaque en filigrane contre la politique d'Emmanuel Macron. Non, c'est une proposition. Moi, je sais que je regarde toujours les choses sur ce qu'on peut faire. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quand même intéressant, c'est ce qui est dit. Parce que ce que Trump dit tout haut, ses prédécesseurs l'ont pensé tout bas. Il le dit avec plus de violence, parce que ses prédécesseurs ont essayé d'acheter le Groenland, ça a été refusé. Au moment même où les États-Unis ont acheté l'Alaska aux Russes, d'ailleurs, ils doivent bien regretter. Ils avaient proposé en même temps, c'est que le dernier, d'acheter l'Alaska, puis plusieurs fois. Et les Danois ont toujours refusé. La menace d'intervention militaire, ça c'est nouveau, mais ça c'est la brutalité technique de Trump qui consiste à dire je menace du pire, et comme ça si c'est le moins pire, ils diront ouf, on connaît bien la technique, hein, ouf, on a échappé au pire. Mais ce qui est choquant dans cette affaire, surtout, c'est que personne ne parle des habitants du Groenland. Ils sont 56 000. Ils sont 56 000, mais le Groenland, certes, ils dépendent de la couronne danoise, mais ils ont maintenant un statut d'autonomie, et notamment d'autonomie sur les ressources naturelles. Et si aujourd'hui il y a une tension supplémentaire, c'est pour trois raisons. D'abord parce que la fonte le réchauffement climatique Va dégager de nouvelles voies maritimes. c'est ça. Mais le réchauffement climatique est à la fois un très lourd problème, notamment pour les habitants, parce que la fonte, ce qu'on appelle le pergélisol, c'est-à-dire la fonte de la glace qui est sur le sol, entraîne comme des tremblements de terre. C'est-à-dire le sol bouge, les routes s'effondrent, les maisons s'effondrent. Les techniques traditionnelles des populations autochtones, des Inuits, sont profondément perturbées. Et donc, aujourd'hui, le peuple du Groenland souffre du dérèglement climatique. Et dans le même temps, les grandes puissances convoitent les atouts du dérèglement climatique, enfin les chances que ça apporte, les chances entre guillemets, parce que ça va quand même augmenter le réchauffement climatique avec l'utilisation des énergies fossiles. C'est la nouvelle route maritime, qui est un atout considérable, puisque ça évite de passer par le canal de Suez. Ce sont les ressources minières et énergétiques, les ressources halieutiques aussi, parce qu'avec le réchauffement climatique, les ressources en poisson remontent. Et donc tous ces atouts sont effectivement très, très convoités. Et ce que veulent... Et il faut se méfier, parce que dans le statut du Groenland, il y a maintenant l'autodétermination. Ils ont le pouvoir de voter, de faire un référendum un jour, c'est-à-dire de décider s'ils veulent se rattacher à tel pays ou à tel autre, ou de rester indépendants. Et qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Moi, je suis allée au Parlement, justement, groenlandais, rencontrer les Inuits, j'avais rencontré le Premier ministre de l'époque. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un développement équilibré. Et d'ailleurs, ils se sont opposés. Les précédentes élections se sont jouées sur l'opposition populaire à une mine de recherche de terres rares et d'uranium à cause des dégâts environnementaux et des dégâts de pollution qu'elle a entraîné cette exploitation. Et donc, la France qui a été présente, pourquoi la France pourrait servir de médiateur? Parce qu'elle a fait une diplomatie scientifique. On a été le premier pays à installer une base scientifique au Groenland. C'est Paul-Émile Victor, l'extraordinaire Paul-Émile Victor, dans la base Charcot, puisqu'on a des explorateurs et des scientifiques, les meilleurs, les plus connus au monde, entre Charcot, Paul-Émile Victor, Jean Ballory, Jean-Louis Etienne et d'autres. Et Jean-Louis Etienne, c'est le premier qui est allé en solitaire atteindre le pôle Nord, par exemple, le premier au monde explorateur atteindre. Donc on a un respect et une connaissance, une considération, une connaissance de ces pays, parce que justement on les a respectés. On a associé les populations aussi à nos recherches. Avec l'IPEF, par exemple, l'Institut de recherche polaire, mais aussi le CNRS, l'université aussi du plateau de Saclay, avec Alexandra Lavrier, qui est une chercheuse extraordinaire, qui a même passé 2 ans auprès des Yakoutes et qui parle la langue locale. Et si vous allez au musée du Quai Branly, vous pouvez voir les collections qu'a rapporté Paul-Émile Victor.
notamment des masques inuits, Ils sont magnifiques. qui ressemblent d'ailleurs aux masques africains. Est-ce que vous savez pourquoi les masques des populations autochtones du pôle Nord ressemblent aux masques africains? C'est d'ailleurs la même créativité culturelle que les populations autochtones d'Afrique. Non. Maintenant, dites-nous. Non, non. Et bien parce que c'est le contact avec la nature. Ah. C'est-à-dire le principe d'une population autochtone, c'est quoi? Quelles que soient les latitudes, c'est je m'adapte à la nature, mais je n'assujettis pas la nature. Vous Et faites donc, la transition parfaite pour parler de votre livre. C'est le... Ça va être le fil conducteur. Parce que moi, je Mais voulais... c'est passionnant le sujet Mais des c'est pôles, hein. passionnant, bien sûr.